Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que les organisations sont traversées par un grand nombre de cultures. Les trois qui viennent d'être citées sont les plus importantes, mais il en existe d'autres encore liées au genre, aux générations, aux appartenances syndicales et encore beaucoup d'autres choses. Alors, si on considère les cultures professionnelles et qu'on se trouve en France, les gens voient très bien ce dont on parle puisque chacun aime à se définir à partir de son métier. Le métier vous donne une identité sociale pour vous-même et pour les autres. Si on se rend en Allemagne, c'est la même chose. D'ailleurs, les Allemands utilisent le même mot « Beruf » pour désigner un métier et une vocation. Donc la culture professionnelle dans ces deux pays, c'est quelque chose de très important. Si on se déplace et qu'on va dans d'autres pays, je pense aux pays émergents comme le Vietnam, la Nouvelle-Calédonie, où les gens exercent très souvent une succession d'activités et souvent quelquefois plusieurs à la fois, la notion de culture professionnelle sera quelque chose qui aura beaucoup moins de sens. Culture d'entreprise. On a tous en tête l'image des Coréens qui chantent en uniforme le matin un hymne à la gloire de leur entreprise. Si on passe aux États-Unis, au début des années 80, on a vu se développer le phénomène des corporate culture qui souhaitaient essayer d'obtenir davantage de leurs salariés en développant un patriotisme d'entreprise et en s'inspirant des valeurs communautaires de la société américaine pour faire partager des engagements sur les valeurs et sur l'éthique de l'entreprise. Si maintenant on se déplace en France, on s'aperçoit que ce courant a beaucoup moins marqué les esprits et que même beaucoup ont trouvé que ce n'était pas à l'entreprise, dans un contexte de laïcité, d'éduquer ses salariés, de leur dire ce qu'ils pourraient penser. Alors, qu'on considère les cultures professionnelles ou les cultures d'entreprise, on s'aperçoit quand on varie d'un pays à un autre que les choses se passent différemment. Alors, comment expliquer ça? C'est là où le concept de culture nationale intervient. Bien qu'il soit souvent mis en question, puisqu'on parle de nos sociétés mosaïques à l'intérieur desquelles il y aurait une diversité considérable. Alors, ces diversités nationales, pour partie, elles sont institutionnelles, elles sont écrites dans les règles de droit, dans les institutions, dans la langue. Puis pour une autre partie, et la langue en fait déjà partie, elles sont aussi culturelles. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, la culture, ce n'est pas simplement des pratiques, c'est aussi une certaine façon d'interpréter ce qui se passe. Et le monde du travail n'est pas séparé du reste de la société. Et ce sont des rapports économiques, mais ce sont aussi des rapports sociaux. Et ces rapports sociaux, ils sont interprétés, ils sont décodés à travers les cultures. Et de ce fait, tous les actes de gestion, tous les comportements des managers vont être lus au travers de la culture. Et c'est pour ça que cette dimension a autant d'importance pour comprendre ce qui se passe en management et aussi pour la construction de la confiance managériale. Alors, dans la confiance managériale, il y a deux dimensions. Il y a une dimension interpersonnelle, la relation qui s'établit entre manager et managé. Et puis, il y a aussi la confiance qu'on place dans les outils de gestion, les méthodes, la façon dont on va organiser cette relation. Alors, de ce point de vue-là, on peut prendre un exemple, c'est celui du management par objectif. Parce que il est né aux États-Unis, qui sert quand même de modèle aux standards internationaux de management, et il est né aux États-Unis précisément pour renforcer la confiance entre manager et managé. Alors, comment et pourquoi? C'est encore, on retrouve la même idée des rapports sociaux dans l'entreprise et dans la société. L'idée forte de la citoyenneté aux États-Unis, c'est que chacun doit être maître de ses choix et responsable de sa propre vie. Et dans ce contexte, dans cette lecture-là des rapports de travail, le subordonné travaille certes pour son supérieur, mais il doit avoir le droit de discuter, négocier les objectifs que son supérieur lui fixe, de savoir exactement à quoi il s'engage, sur quoi il sera jugé,
Et dans ce contexte-là, donc les fameux KPI, là, les Key Performance Index, et aussi, du coup, d'accepter parfaitement que le supérieur contrôle le résultat qui a été obtenu sur les engagements qu'il a pris. Tout ça est regardé comme une façon de renforcer la confiance entre les deux acteurs de ce rapport hiérarchique. Si maintenant on se déplace en France, on s'aperçoit que les choses sont assez différentes, parce que ce que craignent le plus les Français, c'est de se retrouver dans une situation de dépendance directe à l'égard de leurs supérieurs, auquel ils devraient simplement subir cette autorité. Ce qui, au contraire, leur permet de sortir de cette dépendance, c'est l'idée selon laquelle ils vont par eux-mêmes définir ce que signifie faire vraiment leur travail et que le supérieur leur fasse confiance dans cette voie-là. Alors, quand on introduit ces méthodes de gestion qui avaient très bien fonctionné aux États-Unis, on s'aperçoit que pour le subordonné français, l'idée selon laquelle ce soit le rôle du supérieur de lui fixer des objectifs, en tout cas que ces objectifs soient détaillés de façon très précise, il préférera nettement qu'on lui confie une mission. Si également, dans le cadre de l'application de cette procédure, on détermine des indicateurs de performance, ils risquent d'apparaître réducteurs par rapport à l'idée qu'un salarié français se fait de son métier, de la façon de bien faire son métier. Et pour terminer, le contrôle, qui était un garant de transparence et de confiance aux États-Unis, peut apparaître comme un signe de défiance. Si on a vraiment confiance en quelqu'un, peut-être qu'on n'a pas besoin de le contrôler. Donc, on s'aperçoit à travers cet exemple que la confiance peut être, qui était construite quelque part par une méthode, n'est pas obligatoirement transférée quand on passe dans un autre contexte. Et donc, la culture compte beaucoup. Alors, c'est une question de pleine actualité puisqu'on est dans des sociétés multiculturelles. Et je crois que la première chose qu'on peut dire, c'est que le problème se pose dans les mêmes termes dans la société en général et dans l'entreprise. Et on va trouver une diversité d'opinions dans les deux cas. Certains verraient volontiers plutôt qu'on reste entre soi avec une homogénéité culturelle qui permette justement de se comprendre sans avoir besoin de s'expliquer, peut-être. Et pour obtenir ça, ça veut dire, et c'est le cas des entreprises à culture forte, travailler les processus de recrutement pour s'en tenir à des gens qui seront compatibles avec ce qu'est le corps social de l'entreprise. Ça veut dire aussi exercer à l'intérieur un contrôle social assez fort pour défendre les valeurs de l'entreprise. À l'opposé, il y a des gens qui croient au contraire que la diversité, c'est une ressource. Dans une société multiculturelle, c'est bien d'avoir des entreprises multiculturelles, et donc ils penseront exactement l'inverse. De toutes les façons, si on a bien compris que la culture est la clé qui permet de comprendre pourquoi chaque membre de l'entreprise interprète à travers les lunettes de sa culture ce qui s'y passe, on comprend que ça ne va pas être simple de créer de la coopération et de la confiance dans des entreprises culturellement mélangées. Alors, est-ce à dire que c'est impossible? Non, on voit que dans un certain nombre de contextes, les choses peuvent être organisées au mieux ou le moins mal possible. Alors, avec quelles ressources? Moi, je crois qu'on peut en évoquer 4. La première, c'est le temps. Ça prend du temps. Et aussi peut-être de la proximité. C'est-à-dire les groupes qui travaillent à distance, ils auront beaucoup plus de mal que ceux qui travaillent au même endroit et longtemps. La deuxième dimension, c'est la réflexivité. Si les membres de l'équipe qui travaillent ensemble ont une petite distance à l'égard de leurs propres repères, ça facilitera quand même considérablement la coopération avec d'autres. La troisième dimension, c'est l'existence de médiateurs. Des gens qui maîtrisent plusieurs cultures à la fois et qui serviront d'interprètes
Et ça, c'est très important. Et enfin, je crois que la dernière, et elle est capitale aussi, c'est un certain équilibre des pouvoirs à l'intérieur des groupes. Parce que s'il y a une culture dominante, les cultures dominées resteront silencieuses. Et donc la construction de confiance entre l'ensemble des composantes du groupe risque de ne pas se faire.